Vous êtes un chevalier Jedi, vous, hein? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Le sabre laser à votre ceinture. Il y a que les Jedi qui en ont des armes comme celle-là. L'arme noble d'une époque civilisée. Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la force? Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon? La force? Oui, la force qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Pendant des centaines de générations, l'ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice dans l'ancienne République. Bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Je sens monter ta colère. Je suis sans défense. Prends ton arme. Tu peux me terrasser avec toute la force de ta haine et tu auras terminé ton voyage vers le côté obscur. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Le conseil m'a donné la permission de te former. Tu deviendras un Jedi. Je te le promets. Bonjour à tous, c'est Gary Cover, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Star Wars l'univers étendu. Et après avoir parlé des origines de la galaxie, des débuts de l'hyperdrive, des anciennes espèces ayant vécu, des Jedi, nous allons consacrer cet épisode au peuple Sith. Voilà ce qu'on peut faire. Je n'ai pas confiance en Lando. Moi non plus, je n'ai pas confiance en lui. Mais c'est mon ami. Et puis de toute façon, nous serons bientôt partis. Les Sith des origines sont bien différents de ceux qu'on a pu voir dans les films. Dans les films, on a vu différents seigneurs Sith, notamment celui qui a traversé les 6 films, Dark Sidious, son premier apprenti Dark Maul dans La Menace Fantôme, son second apprenti qui était déjà un Jedi expérimenté, le comte Dooku, dans L'attaque des clones, puis dans les 4 suivants, son troisième et dernier apprenti, Anakin Skywalker, et sa version Sith Dark Vador. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur ces 4 Sith, l'un n'était pas humain. Concrètement, ça ne dépend pas de l'espèce, mais ça dépend surtout de l'affinité avec la force et de ce qu'on souhaite en faire. Aux origines de la galaxie, les Sith étaient une peuplade native de la planète Korriban. C'était des humanoïdes à peau rouge et ils avaient des petites tentacules de part et d'autre de la bouche qui les distinguaient des autres humanoïdes. Ils sont naturellement sensibles à la force, selon certains degrés, ce qui a bien sûr stratifié leur fonctionnement, leur système politique, qui était en 3 castes. Alors, il y avait la caste des ouvriers, qui étaient en gros ceux qui étaient les moins réceptifs et les moins puissants. Ensuite, la caste des guerriers au-dessus, qui était juste au-dessus, un peu plus puissant, et les plus puissants d'entre eux appartenaient à la caste des magiciens. C'était eux qui dirigeaient des magiciens et sorciers. C'était eux qui dirigeaient les tribus. Donc ce peuple originaire de Korriban était divisé en diverses tribus, et aux alentours de moins 28 000 est apparu Hadas, le Sithari. Alors en langue Sith, Sithari pourrait se traduire par seigneur. Hadas fut le premier, au terme d'une guerre assez sanglante, à fédérer toutes les tribus Sith sous son contrôle. Grand bien lui en prie, puisque peu de temps après qu'il ait réussi cet exploit, les Rakata ont débarqué sur Korriban et ils ont vu qu'ils pouvaient pas prendre le pouvoir par la force, donc ils ont essayé d'endormir un peu la méfiance des Sith en révélant certains secrets à Hadas, notamment le secret de la création des holocrons. L'holocron créé par le Sith Hadas fut sans doute le plus ancien créé par un utilisateur de la force de la galaxie, et probablement l'un des plus puissants ayant jamais existé.
Hadas a quand même rapidement compris que les Rakata étaient pas là pour faire copain-copain, et il engagea un conflit avec eux, les expulsa de Korriban, mais il mourut pendant le conflit. Donc à ce moment-là, tous les Sith un peu plus puissants que la normale essayent de prendre le trône. Éclate une guerre civile qui durera pendant suffisamment longtemps pour que la capitale Sith soit déplacée de Korriban à la planète Ziost. Pour la petite anecdote, Hadas était un Sith extrêmement puissant. Il vécut pendant plus de 3000 ans, et la population, au moment de sa mort, la population ne s'attendait pas à ce qu'il meure tout court. Il était presque considéré comme un dieu. Ce qui fait que les gens ont voulu... il n'y avait pas de hiérarchie qui pouvait... pas dire de... il n'y a pas de succession établie, ce qui fait que ça a entraîné une guerre civile. Si Hadas avait vécu suffisamment longtemps, il aurait eu un successeur qui aurait pris sa place. Hors succession, bien sûr, la guerre civile a déchiré le peuple sith. Avec le déplacement de la capitale, on voit très bien que les Sith maîtrisaient déjà le voyage dans l'espace. Petit à petit, ils ont établi des colonies sur diverses planètes, fondant une sorte de petit conglomérat qui était complètement inconnu des autres planètes, puisque c'était dans la bordure extérieure de la galaxie et hors des routes commerciales. En moins 7000, il y a le second grand schisme de l'ordre Jedi. Donc ce sont des Jedi qui se sont révoltés contre leur maître. Ils sont devenus des Jedi noirs. Ils ont manipulé la Force et surtout le côté obscur pour créer des monstres. Donc il y a eu une guerre entre ces Jedi noirs et le Conseil Jedi et les Jedi qui sont sous leurs ordres. Les Jedi noirs ont perdu et ils ont été expulsés de la galaxie aux confins de la bordure extérieure. Par hasard ou non, après on sait jamais vraiment avec la Force, ces Jedi noirs arrivent sur Korriban, ou au moins sur une planète appartenant à l'Empire Sith. Là il y avait déjà un monarque en place avec son apprenti, puisqu'il fonctionnait déjà avec un système d'apprenti, mais ils appelaient pas ça un apprenti, c'était en gros son exécutant, presque son assistant. Mais il fonctionnait toujours sur le principe de je te tue pour prendre ta place, enfin je vais être calife à la place du calife. Donc l'assistant, l'apprenti du monarque en place fait un pacte avec les Jedi noirs qui arrivent sur Korriban pour qu'il tue le monarque et que l'assistant prenne sa place, mais on peut supposer que l'assistant a été dépassé et que les Jedi noirs ont pris le pouvoir. Ils ont été tellement, on va dire, puissants au moment où le monarque a été assassiné, que la population les a considérés comme des dieux, et ils ont très facilement pris le pouvoir. Capitaine, il est tout à fait possible que cet astéroïde ne soit pas totalement stable. Pas totalement stable. Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça. Après ce putsch organisé et remporté par les Jedi déchus, pendant 2000 ans, la République vécut dans l'ignorance complète de l'existence de l'Empire Sith. L'Empire Sith connaissait très bien l'existence de la République, mais savait qu'il y avait quelque chose à côté, mais n'avait pas les cartes ou les moyens technologiques de se rendre dans l'espace républicain. Les Seigneurs Noirs se sont succédés petit à petit sur un système féodal, c'est-à-dire qu'il y avait tout en haut de la hiérarchie le Seigneur Noir des Sith, en dessous différents Seigneurs Sith qui avaient chacun leur propre domaine, leur propre armée et qui faisaient exactement ce qu'ils voulaient sur leur territoire. En cas de besoin, le Seigneur Noir des Sith pouvait convoquer les Seigneurs Sith pour une sorte de séance de conseil, pour éventuellement commencer à coloniser certaines planètes, pour établir des plans de bataille, ou on ne sait pas contre qui ils auraient pu se battre parce qu'ils étaient un peu
isolés, mais on imagine très bien que en colonisant de plus en plus de planètes, ils ont rencontré des populations hostiles. Et bien sûr, ils continuaient à s'adonner à leur jeu favori, qui était je te tue pour prendre ta place, donc toujours le jeu de je veux être calife à la place du calife. Donc très souvent, un seigneur Sith essayait de comploter pour renverser le souverain et prendre sa place. Malheureusement, c'est que vu que les seigneurs Sith étaient aux ordres du seigneur noir, ce dernier avait plus d'argent, donc c'était en fait les seigneurs Sith et par conséquent le seigneur noir des Sith était très riche. Plus on est riche, plus on a moyen d'avoir d'informations, donc très souvent le seigneur noir des Sith était au courant des éventuels complots et attentats qui se préparaient, et il était pas rare de retrouver un seigneur Sith mort de manière peu naturelle dans un coin. Tout ceci s'est achevé avec le décès de Marka Ragnos. Marka Ragnos est un seigneur Sith qui reste particulièrement puissant, puisque son fantôme a réussi à se manifester sur plusieurs planètes, assez loin de Korriban, là où est son tombeau. Donc à la mort de ce seigneur noir des Sith, il y avait 2 prétendants au trône, Ludo Kresh, qui avait le soutien de la population, et Naga Sado, qui lui était plus partisan de la guerre et avait donc le soutien de l'armée. Au moment de la succession, les deux Sith s'affrontèrent en duel, et au cours du duel, le fantôme de Marka Ragnos apparut et les mit en garde contre une nouvelle menace. Parallèlement, cette menace s'est manifestée sous la forme d'un petit vaisseau d'exploration, avec à son bord deux jeunes explorateurs, donc un frère et une sœur, qui étaient en mission pour la République pour retrouver ou éventuellement tracer des nouvelles routes hyperspatiales pour les transports commerciaux. Bien sûr, ils ont été capturés. Alors, Ludo Kresh, lui, qui était assez pacifique malgré sa nature de Sith, préconisait de les tuer pour éviter que la République ne soit au courant de leur présence. Par contre, Naga Sado, lui, souhaitait les utiliser pour justement atteindre la République. Et pour atteindre son but, il libéra les 2 prisonniers. Malheureusement il fut surpris par un de ses amis, mais ça servit son plan puisqu'il tua son ami avec l'arme de la République, et il prétendit que un commando de la République était arrivé sur Korriban, donc du coup que les Sith étaient en danger et qu'il fallait réagir. Forcément, les Sith se sont rangés du côté de celui qui possédait l'armée, donc Naga Sado, qui fut proclamé seigneur noir des Sith. Ludo Kresh essaya bien de le renverser par la suite, mais Naga Sado se conforta sa position en faisant assassiner deux seigneurs Sith qui étaient loyaux à Ludo Kresh. Une fois que la route était dégagée, politiquement parlant, Naga Sado réunit une énorme flotte, enfin tout ce qu'il a pu rassembler, pour attaquer la République de face. Et c'est l'entrée en guerre des Sith contre la République, et une guerre qui ne s'arrêtera jamais pour les milliers d'années à venir. Obi-Wan ne peut plus l'aider, mais la Force est avec lui. Le fils de Skywalker ne doit jamais devenir un Jedi. La flotte de Naga Sado prit vraiment la République au dépourvu, ce qui permit à l'Empire Sith de s'étendre un peu plus en colonisant quelques planètes de la République. C'est pour ça qu'on retrouve régulièrement des ruines Sith sur différentes planètes. Toutefois, la puissance de la République était très importante, donc Naga Sado eut recours à un stratagème. Il était capable de créer des illusions assez puissantes dans la Force, et il simulait, on va dire, des attaques de vaisseaux sur certains avant-postes de la République. Du coup, la République était obligée de disperser sa flotte pour pouvoir protéger tous ses avant-postes, et l'armée réelle de l'Empire Sith était placée stratégiquement de façon à assurer la victoire à chaque bataille. Naga Sado a fait quand même une erreur.
c'est que il a pris pour disciple l'un des deux explorateurs qui était donc le frère. Il l'a pris pour disciple pendant qu'il avait envoyé sa sœur je ne sais où chercher je ne sais quoi. Je crois que c'est précisé quelque part, mais ça a finalement pas énormément d'importance. Donc il a pris ce jeune homme en tant qu'apprenti, et ce jeune homme, voyant sa république attaquée, s'est rendu compte de son erreur, a déconcentré Nagasado en intervenant pendant une bataille. Les illusions ont disparu, ce qui a permis à la République de se concentrer là où il y avait besoin qu'elle se concentre, et de repousser l'armée sith assez rapidement. Ayant subi cette défaite, Nagasado se replia sur l'Empire Sith, où il fut accueilli par l'armée, la petite flottille de Ludo Kresh, qui avait toujours pour ambition de prendre le pouvoir et donc d'évincer son rival. Alors Ludo Kresh malheureusement ne possédait pas la même sens tactique, ni enfin c'était pas un militaire, donc en gros il avait clairement pas le niveau face à Nagasado, et ce dernier s'en débarrassa en faisant éperonner le navire amiral de Ludo Kresh par un de ses propres bâtiments. Mais l'histoire s'arrête pas là, puisque non seulement la République avait vaincu la flotte Sith, mais pour éviter que ça se reproduise, ils les ont poursuivis. Donc une amirale de la République a poursuivi les Sith jusqu'à Korriban. Ils ont pilonné la planète. Il n'y avait plus une trace de vie sur Korriban. Donc il y avait plus une trace de vie, c'est-à-dire qu'ils ont quand même toutes les villes ont été explosées. Enfin, c'est devenu une planète tombeau. Ce qui était déjà c'est assez. Il y avait déjà pas mal de tombeaux à sa surface, mais là c'est devenu encore pire. Et au cours du pilonnage, l'Empire Sith s'est un peu disloqué. Nagasado a réussi à fuir avec son vaisseau et il s'est réfugié sur la lune de Yavin 4, pendant qu'une autre partie des Sith s'est dirigée par un nouvel empereur. Alors on ne sait pas trop comment cet empereur a été nommé, puisque on n'a pas trop de repères temporels entre le moment où Nagasado a vaincu Ludo Kresh et où la République est arrivée pour détruire les Sith. Donc là on parle toujours en fait de Sith au sang pur, qui ont été mêlés à des humains et éventuellement d'autres espèces, mais ça reste vraiment très axé sur les Sith. Donc ça reste une race assez présente. Donc les Sith et leur nouvel empereur s'enfuient et se réfugient sur une planète qui s'appelle apparemment Dromunkas, et ce nouvel empire Sith créé sur Dromunkas deviendra complètement invisible aux yeux de la République pendant plusieurs milliers d'années. Un grand guerrier. Personne par la guerre ne devient grand. De son côté, Nagasado n'a pas oublié ses rêves de conquête et de pouvoir. Donc il s'est réfugié sur la lune de Yavin 4 avec des Sith, des Massassi, c'est des sortes presque de Sith sous-évolués, c'était pas vraiment des Sith, mais c'était une sorte de race hybride, donc, bref, des ouvriers, et ces Massassi ont créé les temples qui serviront plus tard d'académie Jedi et de base pour les rebelles. Base qu'on peut d'ailleurs apercevoir dans le film Un Nouvel Espoir. Donc Nagasado vit sur cette planète, il mène quelques expérimentations sur la faune locale et décide de se mettre en stase en attendant que quelqu'un vienne éventuellement pour profiter de ses connaissances. Son vœu est exaucé environ 600 ans plus tard, aux alentours de moins 4400, où Freedon Nad, un jeune apprenti Jedi, tue son maître quand celui-ci lui refuse le titre de chevalier Jedi. Dans sa fuite, il se rend sur la planète Korriban, où il découvre qu'il existe encore un seigneur noir des Sith en vie. Il retrouve Nagasado et passera 20 ans à apprendre auprès de lui les méandres du côté obscur, avant de le tuer de sa propre main. Devenu seigneur noir des Sith, il s'installe sur Onderon. Il prend le pouvoir en dévastant la planète, il force en gros les dirigeants à le nommer roi, et il règne pendant plusieurs siècles d'une main de fer sur la planète. Tous les criminels et les rebelles, enfin tous ceux qui sont opposants au régime, sont bannis sur la lune d'Onderon, qui s'appelle Xun, donc D-X-U-N, assez difficile à prononcer. C'est à la fois
une expulsion, ils sont bannis, mais ils sont aussi presque condamnés à mort, puisque Xun abrite de très dangereux prédateurs, mais au fil du temps, ces condamnés à mort vont dompter ces bêtes et affronter Freedon-Nad. Freedon-Nad va mourir durant le conflit. Il va être enterré sous le palais, et ses descendants, donc à la fois sous son influence parce que son esprit est encore là, et sous l'influence du côté obscur, les descendants de Freedon-Nad vont continuer à diriger la planète Enderon. Étrangement, la planète est devenue très prospère, même si très corrompue, elle est devenue très prospère sous le règne de Freedon-Nad. Aux alentours de moins 4000, le maître Jedi Arcadjet et ses 3 apprentis, Ulic et Kek Eldroma, 2 frères, et un autre Jedi dont le nom est connu mais n'est pas très important, arrivent sur Onderon pour aider la famille royale à affronter les rebelles. À ce moment-là, c'est une demande légitime de la famille régnante pour affronter une rébellion. Donc les Jedi interviennent. Mais Arcadjet découvre le poteau rose, voit que la famille est sous l'influence du côté obscur et décide de s'allier plutôt aux rebelles. Les rebelles remportent la victoire et Arcadjet et ses apprentis déplacent le tombeau de Freedon-Nad sur la lune de Xun. Arcadjet va d'ailleurs mourir sur Xun, tué par l'esprit de Freedon-Nad. Quelques années plus tard, un jeune Jedi en quête de pouvoir, Exar Kun, réveille l'esprit de Freedon-Nad puisqu'il est à la recherche de divers artefacts et trouve ce tombeau. Il réveille l'esprit. Freedon-Nad voit en le jeune homme tout ce dont il a toujours rêvé, donc à la fois de l'ambition, de la puissance, et décide d'en faire son apprenti. Il va enseigner quelques secrets du côté obscur à Exar Kun, le corrompre, envoyer celui-ci sur Korriban à la recherche de divers artefacts, d'enseignements perdus. D'ailleurs, c'est sur Korriban qu'Exar Kun sombrera définitivement au côté obscur. Freedon-Nad, qui est aussi assez puissant, va faire exploser un cristal qui va libérer des âmes, et l'explosion va générer un éboulement. Exar Kun ne devra son salut en fait qu'à l'utilisation du côté obscur qui va le sauver. C'est à ce moment-là qu'il sombre définitivement. Sur Korriban, donc il retrouve à peu près la même trace que Freedon-Nad, donc il voit qu'il y a un seigneur Sith qui était en vie à l'époque sur Yavin 4. Il se rend sur Yavin 4, redécouvre toutes les installations que Nagasado et Freedon-Nad ont laissées, et décide de s'y installer. Il découvre une amulette qui lui permettra de détruire complètement l'esprit de son maître et de renvoyer l'ancien seigneur noir des Sith au placard. L'arrivée d'Exar Kun sur Yavin 4 ne s'est pas fait sans douleur. Les Massassi, qui étaient donc les esclaves de Nagasado, ont quand même régressé sans l'appui de leur leader, sans l'appui du côté obscur. Ils ont régressé, ils sont devenus assez sauvages et ils ont capturé Exar Kun et ils ont essayé de le tuer avant que celui-ci arrive à reprendre le dessus et à les dominer complètement. Afin d'asseoir sa position de leader et de seigneur Sith, Exar Kun entreprit d'affronter et de tuer tous les opposants potentiels à son règne. Donc, il affronta plusieurs Jedi déchus, éventuellement des Sith, mais ça, il y a peu de chance. Et son plus gros défi, ce fut Ulic Qel-Droma. Les deux dont on a déjà entendu parler tout à l'heure, les deux donc Jedi étaient des contemporains, ils s'affrontèrent et pendant le combat, un groupe de fantômes Sith, donc Mark Aragnos plus quelques autres seigneurs Sith, apparurent et nommèrent Exar Kun seigneur noir des Sith et firent d'Ulic Qel-Droma son apprenti. Ils leur donnèrent comme mission de restaurer l'Empire Sith, puisque le second Empire Sith qui est planqué sur Dromund Kaas, personne n'en a jamais entendu parler.
Donc Exar Kun se rend sur Ossus, à l'Académie Jedi, et avec l'aide d'un holocron, il ramène 20 Jedi, 20 jeunes apprentis parmi les plus brillants, et décide de les convertir au côté obscur avant de les envoyer tuer leurs anciens maîtres et de semer le trouble dans la galaxie. Il se rendit aussi sur Coruscant pour libérer Ulic Qel-Droma qui, toujours dans son rôle d'apprenti un peu impétueux, on va dire, a tenté de prendre Coruscant à lui tout seul. On s'imagine bien qu'il y a eu quelques soucis quand les Jedi et la République s'en sont mêlés. C'est d'ailleurs au moment de ce sauvetage que Exar Kun acheva, on va dire, sa formation de Sith traditionnel en tuant son maître Vodo Siosk Bass dans un duel au sabre laser qu'il remporta assez facilement. Exar Kun est d'ailleurs l'inventeur du sabre laser à double lame, et il en possédait un à lame bleue qui est une relique du côté obscur très très puissante et qui a été récupérée bien des années plus tard par des chimistes, enfin des bonhommes un peu bizarroïdes dont on parlera dans les épisodes à venir. D'ailleurs, il est important de mémoriser tout ça, tout Ulic Qel-Droma, Exar Kun, puisque ces deux Jedi devenus Sith vont avoir une énorme influence sur la galaxie bien après leur mort. Enfin, pour en revenir quand même à Exar Kun, il repart après avoir tué son maître, il repart sur Yavin 4 et il essaye au passage de faire une pierre deux coups et d'attaquer l'Académie Jedi afin de se débarrasser des Jedi, justement. Pour ce faire, il envoya 2 de ses acolytes Jedi noirs, puisque c'était pas vraiment des Sith, c'était des Jedi corrompus, donc des Jedi noirs. Il n'avait pas subi, on va dire, l'entraînement des Sith. Donc il envoya 2 de ces Jedi noirs, Alima Kito et Crado, utiliser un artefact Sith de grande puissance. C'était une sorte de bombe psychique. La bombe explosa en ravageant complètement le système solaire, donc ce qui a fait d'une pierre deux coups, puisque ça lui a permis d'éliminer une bonne partie de l'armée de la République, de se débarrasser de 2 gêneurs qui étaient Alima et Crado, et l'Académie Jedi d'Ossus se trouvait sur la trajectoire de la déflagration. Donc les Jedi ont entrepris une évacuation, et au moment de l'évacuation, Exar Kun est arrivé et les a attaqués de plein fouet dans leur fuite. Ce qui les a surpris, il en a profité pour en tuer un bon paquet. Une fois sa mission achevée, Exar Kun retourna sur Yavin 4, laissant Ulic Qel-Droma sur Ossus, en plein duel avec son frère. Ulic d'ailleurs tua son frère au cours du duel, et il fut capturé par Nomi Sunrider, qui utilisa un pouvoir spécial qui s'appelle, le voile de force, qui a la capacité en fait de bloquer tous les pouvoirs de la force chez un utilisateur de la force, qu'il soit Sith ou Jedi. C'est un pouvoir assez rare et très très puissant. On le rencontre assez peu dans l'histoire de la galaxie. Donc Ulic Qel-Droma est capturé et il fait un acte de rédemption en révélant l'emplacement de la base secrète d'Exar Kun aux Jedi. Donc il révèle l'emplacement de Yavin 4. Dès que les Jedi ont appris l'existence de Yavin 4, ils se sont réunis et ont attaqué en masse. Sentant que ça allait mal tourner, Exar Kun décida de sacrifier les Massassi. Il captura, on va dire, leur énergie vitale et enferma son esprit dans une tombe où il resta pendant plusieurs milliers d'années en attendant qu'on le libère. Ce fut que dans une période contemporaine de Luke Skywalker, quand celui-ci reconstituait l'ordre Jedi, qu'un de ses apprentis retrouva la tombe et devint son bras du côté obscur sous l'influence d'Exar Kun.
avec la mort d'Exar Kun, c'est la fin de la guerre pour la République, mais c'est aussi la fin de cette lignée de seigneurs noirs des Sith. Et d'ailleurs, on voit que un Sith n'a pas besoin de l'Empire pour faire perdurer sa lignée et pour prendre un apprenti. Très souvent, les apprentis des seigneurs noirs des Sith sont des Padawan ou des Jedi déchus, puisque ce sont ceux qui ont déjà des bases dans la manipulation de la Force, mais qui sont aussi potentiellement fragiles et facilement manipulables. Luke, ne t'abandonne pas à la haine. Elle te conduirait au côté obscur. Niveau histoire, pour les Sith, je vais m'arrêter là. On va reprendre ensuite au niveau des organisations Sith, en parallèle avec tout ce qui est ordre Jedi, avec l'arc de l'Ancienne République, notamment le massacre des Padawan de Taris et toute l'histoire de Revan. Là, je vais plutôt m'intéresser à tout ce qui fait la culture Sith, leur système de fonctionnement. On a vu que au tout départ, les Sith avaient un système de caste, donc avec des ouvriers, des guerriers et encore au-dessus des sorciers. Puis il y a eu une fédération, donc ils ont mis un roi au-dessus. Finalement, avec l'arrivée des Jedi Noirs, on imagine très bien que l'un des Jedi Noirs a pris le pouvoir, parce qu'il était peut-être un peu plus puissant que les autres, mais que les autres restaient quand même des dieux aux yeux de la population. Donc c'est devenu une sorte de pouvoir à plusieurs têtes. Donc il y avait le seigneur noir des Sith, plus les seigneurs Sith en dessous, qui dirigeaient la population. Donc là, on est passé d'un système de caste à un système féodal. Ce système féodal va durer pendant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années, puisque ce sera le système adopté dans l'empire de Dromund Kaas. On peut écarter d'office les Sith comme Nagasado, Freedon-Nad et Exar Kun, déjà que Freedon-Nad et Exar Kun n'étaient finalement, même si ils étaient reconnus comme étant seigneurs noirs des Sith par les très anciens Sith comme Marka Ragnos, ce n'était que des pions isolés. Il y a eu d'autres gouvernements Sith, puisque après la défaite du nouvel empire Sith, donc qui se trouve sur Dromund Kaas, on a eu la mise en place en parallèle avant la défaite, il y a eu la mise en place d'un triumvirat Sith, ceux qui sont en réalité 3 Jedi déchus qui ont retrouvé des enseignements Sith sur certaines planètes et qui se sont adjugés seigneurs noirs des Sith. Ils n'ont aucune légitimité vis-à-vis de ce titre, si ce n'est de s'autoproclamer. Le triumvirat n'a pas survécu, il a été assez facilement non, mais assez rapidement balayé. Par la suite, donc, il y a eu toujours l'empire, le nouvel empire qui s'est manifesté. Il y a eu la guerre avec les Jedi. On a eu parfois des systèmes de confréries, c'est-à-dire que c'était une assemblée qui régnait et non pas un seul seigneur noir des Sith. Donc il y a eu des périodes où quand l'Empire a éclaté, les Sith se sont mis à faire un peu ce qu'ils voulaient, jusqu'à environ 1000 ans avant les films. On a Dark Bane qui a instauré un seigneur Sith relativement puissant, qui a instauré la règle des deux. Il est parti du constat que pour que les Sith puissent perdurer et surtout avoir une chance de vaincre un jour les Jedi, il fallait que les Sith soient de plus en plus puissants. Pour cela, il fallait pas que plusieurs Sith faibles puissent tuer un Sith fort, et donc on va dire appauvrir le pouvoir. Donc la règle des deux permettait à la lignée de devenir de plus en plus forte, l'apprenti ne pouvant devenir le maître que en tuant justement son propre maître, et donc en prouvant qu'il était plus fort. Donc le maître est toujours le plus fort, donc à partir du moment où c'est l'apprenti qui devient le plus fort, l'apprenti tue le maître pour le devenir. C'est la règle des deux qui a été établie par Dark Bane. Donc il y a eu quelques systèmes comme ça qui ont été mis en place,
Et la règle des deux a perduré d'environ moins 1000, donc avant les films, jusqu'au film où elle s'est éteinte, donc pendant plus de 1000 ans, où elle s'est éteinte avec Dark Vador et Dark Sidious. De leur côté, il y avait d'autres sites qui se baladaient et d'autres enseignements. Les académicites ont toujours été un peu plébiscités, on a toujours eu des académicites ou même des peuplades un peu étranges qui manipulaient le côté obscur. Et environ 130 ans après les films, on a un nouvel ordre Sith qui apparaît, qui est dirigé donc par un seigneur noir des Sith et qui a sous sa coupe plusieurs Sith. Par contre, il a un système un peu particulier puisqu'il assemble à la fois le système féodal, enfin je veux dire d'un chef avec plusieurs vassaux, sans forcément qu'il y ait de territoire ou de domaine en jeu, mais c'est surtout vis-à-vis d'un problème hiérarchique. Mais également la règle des deux, on va dire en interne, c'est-à-dire que il y avait le chef, en dessous du chef il y avait les seigneurs Sith, chaque seigneur Sith avait un apprenti. Quand l'un des apprentis devenait plus fort, c'est lui qui devenait seigneur Sith aux ordres du grand chef. On imagine très bien que si l'un des seigneurs Sith avait attaqué et tué le grand chef, le seigneur noir des Sith, il serait devenu à son tour seigneur noir des Sith. Mais cette règle permettait que si le maître et l'apprenti sont tués, il y a toujours d'autres Sith qui fonctionnent avec la règle des deux pour continuer. Ce système a assez bien fonctionné jusqu'à ce que tous les Sith se soient fait tuer. Amiral, nous avons un signal prioritaire du croiseur interstellaire le Vengeur. Bien. Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le Faucon Millennium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Comme vous voudrez. Après les origines et le système politique, on va voir tout ce qu'ils ont utilisé, tout ce qu'ils ont fait, donc leurs artefacts. Premier artefact, comme les Jedi, le sabre laser, importé directement de chez les Jedi par les Jedi noirs aux alentours de moins 7000. Les sabres laser des Sith sont rouges puisque les cristaux qui donnent la couleur sont fabriqués en série. Il y a tellement de Sith en fait dans les académies et ils meurent tellement rapidement qu'il faut absolument produire des cristaux rapidement en série. Ils sont tous façonnés de la même manière, donc ils sont tous de la même couleur. Ensuite, il y a les holocrons. Alors, il y a quelques holocrons Sith, à peu près autant que des holocrons de Jedi, c'est-à-dire que c'est pas non plus des artefacts très très courants. Ils ont une forme pyramidale, contrairement aux ceux des Jedi qui sont cubiques. L'un des holocrons, il y a deux holocrons qui sont assez remarquables au niveau des Sith, l'holocron d'Adas qui est le plus puissant, et l'holocron de Dark Andedu. Alors l'holocron de Dark Andedu, c'était en fait un piège monstrueusement intelligent, où est tombé le comte Dooku. En fait, il avait créé cet holocron, il y avait enfermé dans la pointe le cristal de son sabre laser, et dans le reste de l'holocron était enfermé son esprit. Donc quand on interrogeait l'holocron, il fonctionnait comme un holocron standard, sauf que ce n'était pas vraiment une entité artificielle qui nous répondait, mais ou non plus un morceau de la conscience, mais le véritable Dark Andedu. D'ailleurs, au moment où bien des années plus tard, après que Dooku ait offert le cristal à Kinlan Vos, un seigneur Sith s'est rendu à la tombe de Dark Andedu avec cet holocron, avec pour objectif d'en apprendre plus, et c'était en fait une manipulation du très vieux seigneur Sith pour reprendre possession de son corps. Le corps et le holocron furent détruits dans un incendie. Autre création, les Sith étaient des spécialistes de la manipulation génétique. À partir de certaines espèces, ils ont créé des trucs complètement abominables, notamment les Léviathans, une sorte de gros lézards qui aspiraient les âmes des morts sur les champs de bataille et qui les gardaient prisonniers dans une sorte de pustule ou de dôme sur leur dos.
et ils avaient une durée de vie très très longue. C'était vraiment des gros monstres. Hein. Autre créature, les Tukata, c'était des sortes d'énormes chiens Sith très intelligents qui apparemment vivaient en société. Ils étaient utilisés pour garder les tombeaux. Ils étaient tellement efficaces qu'Exarchus en a même rapporté quelques-uns sur Yavin 4. La dernière des créations, l'une des autres créations, et pas des moindres, ce sont les Tarantek. Alors, les Tarantek sont très particuliers, puisque ce sont des créatures qui sont spécialement destinées à tuer les Jedi. D'ailleurs, les Jedi ont même créé des sortes d'unités spéciales, qui étaient les chasseurs, qui avaient pour but de pourchasser ces Tarantek et de les suivre. Donc ça ressemble un peu à un rancor, donc c'est un bipède avec des énormes pics sur le dos, et des énormes griffes. La particularité des Tarantek, c'est qu'ils sont insensibles à la force, ce qui les rend particulièrement dangereux pour les Jedi, et ils ont une longévité à toute épreuve. On a toujours l'impression de les avoir éliminés jusqu'à ce qu'on arrive d'autres. Et étrangement, les Tarantek arrivent à chaque fois qu'un nouveau Seigneur Sith émerge, donc à chaque fois qu'il y a une réapparition du côté obscur, les Tarantek arrivent. Donc on pourrait croire qu'ils hibernent en absence d'un Seigneur Sith, et dès que le côté obscur refait son apparition, ils retrouvent, on va dire, une petite source de pouvoir et ils rentrent en action. Dans le jeu Knights of the Old Republic, le 1 et le 2, on en affronte plusieurs. On a plusieurs, d'ailleurs, les cadavres. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un Jedi dont je donnais pas le nom, qui était un apprenti du maître Arcajet. Et ben, il était justement l'un de ces chasseurs. Il est devenu l'un des chasseurs de Tarantek, et il me semble qu'on peut retrouver sa dépouille sur la planète en jouant aux jeux vidéo. J'arrive pas à y croire. Et c'est la fin de cet épisode consacré au site. Donc dans le prochain épisode, on va reprendre la chronologie standard, donc à partir de -4000, commencer par le petit épisode le massacre des Padawan de Taris, et entamer, peut-être même finir en fonction du temps du podcast, l'arc de Revan. Si vous avez des questions à me poser éventuellement sur des épisodes, des choses que vous n'avez pas compris, ou des choses que vous voudriez que j'aborde, éventuellement savoir où vous pouvez trouver telle ou telle information, les bouquins, les jeux vidéo, éventuellement sur internet, donc déjà vous pouvez chercher sur internet, mais c'est vrai que toutes les références n'y sont pas, donc vous pouvez me poser les questions donc soit sur Twitter, donc le Twitter, mon pseudo c'est Gary Cover, soit par mail donc à garycover.blog@gmail.com, ou éventuellement donc soit sur le site starwars-podcast.com qui est le site dédié au podcast, ou mon deuxième blog sur les jeux vidéo et notamment World of Warcraft, c'est paladin-world.com. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.